Patriotisme économique, c'est un terme qui semble souvent susciter la polémique. À titre personnel, c'est une polémique que je comprends, parce que je crois effectivement qu'il y a un usage assez, j'allais dire, de mauvais aloi du terme. Alors, pour moi, le patriotisme économique, si je posais quelques éléments de définition, je dirais d'abord, il se définit par ce qu'il n'est pas. Alors le patriotisme économique, à mon sens, ce n'est ni un nationalisme économique, il ne s'agit pas d'avoir une conception outrancière des intérêts de sa propre nation, et en l'occurrence qui viendrait s'opposer agressivement à ceux des autres, en l'occurrence sur le plan économique. Ça n'est pas non plus, à mon sens, du protectionnisme économique, il ne s'agit pas du tout de dire qu'il faut entraver les échanges mondiaux, qu'il faut lever des barrières douanières pour favoriser l'industrie ou les entreprises nationales, ce n'est pas du tout le propos. Ce serait plutôt simplement faire comprendre qu'il y a des intérêts, qu'il y a des stratégies politiques, des stratégies de puissance globale, j'entends par là des stratégies nationales ou de blocs régionaux qui interfèrent avec des logiques économiques, industrielles, et que pour cette raison, isoler politique et économique serait, à mon sens, une mauvaise chose. Enfin, je crois que les intérêts d'une nation existent économiquement. Je ne crois pas qu'il y ait non plus d'entreprises, enfin qu'il y ait beaucoup d'entreprises qui soient, comme l'on dit, d'un terme que je n'aime pas trop, mais que je vais employer, apatrides. Je crois que c'est Eli Cohen, je ne crois même pas, j'en suis sûr, qui disait qu'il y a très peu de firmes globales et que la plupart des grandes entreprises ont quand même un centre de gravité national. Donc je pense qu'il y a des intérêts nationaux liés à des entreprises. Voilà, globalement, pour donner quelques éléments de définition qui sont loin d'être exhaustifs, qui sont loin d'être suffisamment précis, mais qui permettent peut-être de commencer à cerner ce que pourrait être le patriotisme économique et ce qu'il n'est surtout pas. Alors, dans votre définition ou dans votre essai d'approche de ce concept qui n'est pas simple à saisir, je crois qu'il faut peut-être distinguer d'une part une constatation des faits, comme vous le rappelez, il y a des stratégies nationales sur l'économie, concernant les problèmes économiques, et puis par ailleurs distinguer ce qui est normatif, est-ce qu'on souhaite ou pas défendre le patriotisme économique avec l'idée, comme vous l'avez exprimé, qu'il y a des intérêts nationaux. Alors sur le premier point, on peut guère qu'être d'accord, parce qu'il est évident que dans le monde où nous sommes, il y a de telles interférences avec le politique, entre le politique et l'économie, que bien évidemment, il y a des stratégies nationales. Maintenant, le problème, il me semble, dont nous devons débattre, c'est de savoir si c'est souhaitable ou pas, s'il faut renforcer cet aspect-là, ou si au contraire, il faut le diminuer. Et bien évidemment, pour ma part, je ne vois aucune justification à défendre le patriotisme économique sous prétexte de défendre des intérêts nationaux. Et ce n'est pas parce que les autres font des erreurs de ce point de vue-là que nous devons les faire et que nous devons accroître cette tendance au patriotisme économique. Comme le disait une économiste que par ailleurs je n'aime pas particulièrement, John Robinson, c'est pas parce que certains ont des ports dans lesquels il y a des rochers qui gênent la circulation des bateaux que nous devons mettre des rochers chez nous. Je considère pour ma part que lorsqu'il y a interférence de l'État sous prétexte de défendre un intérêt national, eh bien, ça met en cause la liberté des individus d'abord, mais également leur prospérité. Et ceci pour une raison très simple, c'est que les intérêts de tous les individus sont divergents. Le seul moyen qui peut les rendre cohérents, c'est l'échange. Dans l'échange, deux personnes ou deux groupes de personnes trouvent un intérêt. Et si on veut définir un intérêt national, c'est une pure fiction, parce que définir un intérêt national, c'est en fait privilégier certains intérêts par rapport à d'autres. Alors je suis tout à fait conscient des arguments que vous donnez et qui pour beaucoup me permettent de rebondir. Une des choses sur lesquelles je suis tout à fait attentif, et de ce point de vue-là, là aussi je peux être que d'accord, je crois que souvent lorsque les États prétendent intervenir dans le domaine économique, ils le font mal ou pour des prétextes parfois fallacieux. C'est-à-dire qu'on défend souvent des intérêts dont on peut se demander s'ils sont vraiment des intérêts collectifs, et de surcroît on peut aussi se demander si l'État est en capacité de défendre ses intérêts.
Moi, j'avais été très intéressé par le débat sur la constitution de l'agence, sur le sujet des participations de l'État, l'APE, parce qu'effectivement, on se rendait bien compte qu'il y avait une certaine forme de non-professionnalisme dans la manière de réagir de l'État, et de ce point de vue-là, j'estimais que l'interventionnisme public n'était pas forcément justifié. Donc, je suis d'accord que de ce point de vue-là, il y a pas mal de choses à dire. Alors, deuxièmement, et là je suis un petit peu plus nuancé, moralement, idéalement, je suis bien d'accord sur le fait que si quelqu'un fait quelque chose, en l'occurrence un État, une puissance qui n'apparaît pas souhaitable, on peut discuter sur soi-même doit-on le faire. Effectivement, là ok, il y a un débat. En revanche, moi ma position c'est que si certains acteurs du jeu, alors, on peut penser aux États-Unis, on peut penser à la Chine, on peut penser à d'autres, qu'importe, ont des stratégies, on va dire, géoéconomiques assez précises et puissantes. Si des États qui, pour leur compte, n'adhèrent pas forcément à cette position, mais subissent ce genre de politique, ne réagissent pas, il peut y avoir un désavantage qui, à terme, peut être assez fatal pour une collectivité nationale, ou si vous préférez, pour une collection d'individus. Donc de ce point de vue-là, je suis un peu plus nuancé, et je pense que souvent, même si moi non plus je n'adhère pas forcément à cette idée a priori de patriotisme économique, si les autres, entre guillemets, agressent, il faut bien se défendre. Et en l'occurrence, moi c'est toujours ce que j'ai pu constater, soit sur des matières purement opérationnelles, soit dans un travail de recherche, c'est que face à tel dispositif américain qui s'appelle l'Exxon Florio, face à tel, j'allais dire, arrosage du secteur des hautes technologies américaines par le Pentagone et la DARPA, face à un certain nombre de mesures de cet ordre-là, il est important en face de pouvoir réagir si l'on veut conserver sur le territoire national des entreprises, des activités, de l'emploi. Donc effectivement, là moi je suis plus dans l'idée qu'il faut de la réciprocité dans l'ouverture et la bonne volonté, et que si elle n'existe pas, c'est un peu compliqué soi-même de faire preuve de trop d'ouverture, de trop de sens de la réciprocité. Et puis dernier point, sur lequel pour moi il y a un vrai débat de fond, mais qui n'est même plus économique, qui est philosophique, c'est y a-t-il de la substance à ce qu'on appelle une nation, une communauté nationale? Est-ce qu'il y a un intérêt commun, un bien commun, qui pourrait appuyer des politiques publiques, ou, comme vous le dites, n'y a-t-il finalement que des individus aux intérêts profondément divergents, dont il est un petit peu chimérique de faire la somme? Alors effectivement, là, moi j'avoue que sur ce point, j'ai la faiblesse de penser que le mot de communauté nationale signifie quelque chose, qu'il peut y avoir un intérêt commun, auquel parfois certains intérêts individuels devraient peut-être s'ordonner, et que ce n'est pas une notion vaine. Donc sans doute là, y a-t-il un débat où il peut y avoir des positions tranchées, et qui est un débat non plus économique, mais à mon sens un vrai débat philosophique. Bien sûr, mais je voudrais peut-être justement commencer par répondre à cet aspect, parce qu'il est important. Ce qui me gêne de manière générale dans tout ce qui concerne le nationalisme économique, c'est une notion que vous récusez, ou le patriotisme économique, ce qui me gêne justement, c'est que, ou alors également dans un autre problème qui est tout à fait différent, qui est le problème de l'immigration, tous ces problèmes ils mettent en cause la notion de nation, n'est-ce pas? Oui. Et il y a la recherche d'une définition d'un intérêt national. Alors, par exemple, pour l'immigration, certains diront il faut défendre la nation contre l'invasion des étrangers, ou d'autres diront au contraire, il faut ouvrir la nation largement. Bon, il y a deux positions qui sont irréductibles. Et ce qui me gêne à notre époque, c'est que l'État prétend parler au nom de la nation. Il a en quelque sorte nationalisé la nation. La nation est pour moi une réalité, mais une réalité subjective. C'est-à-dire que c'est un ensemble de sentiments d'appartenance. Moi, je me considère comme français, je suis français, n'est-ce pas? Je ne me crois pas du tout nationaliste, et même peut-être patriote. Mais je me considère comme français parce que je me considère comme héritier d'une tradition, de toutes sortes de choses, et il y a un sentiment d'appartenance à une certaine communauté, dont je récuse bien des aspects, mais mon sentiment d'appartenance est certainement différent du vôtre, n'est-ce pas? Et ils sont indéfinissables en quelque sorte. Mais ça a un sens. Parce que bien souvent, vous le savez, je suis un libéral, souvent on pense que les libéraux ils sont un peu gênés avec la notion de nation. Moi je ne le suis pas tellement, à condition justement d'en faire une notion subjective. Mais ce qui me gêne, c'est qu'on a actuellement un monopole de la contrainte qui est l'État, et qui prétend parler au nom de la nation, au nom des autres.
et ils prétendent défendre un intérêt national. Et bien cet intérêt national, il ne peut pas exister. Je viens de vous dire que notre conception de la nation, notre représentation de ce que notre pays représente pour nous n'est pas la même pour vous et pour moi. Mais pour des millions de Français, c'est différent, n'est-ce pas? Et donc, on ne peut pas définir un intérêt national. Alors tout à l'heure, vous disiez, il est normal, si on est agressé, de se défendre. De manière générale, je suis tout à fait d'accord, bien sûr. C'est même le seul devoir que l'on puisse donner dans une société libérale, se défendre contre l'agression. Mais qu'est-ce que l'agression? On a le problème, n'est-ce pas? Qu'est-ce que l'agression? Et que je crains, n'est-ce pas, c'est que en disant cela, vous ayez, en m'excusant d'utiliser le terme, mais vous ayez fait une certaine confusion entre agression et ce que les économistes appellent une externalité, c'est-à-dire un acte fait par autrui qui a des conséquences sur les autres. L'agression, ça a pour moi un sens très précis, qui est l'exercice de la contrainte. Or, dans les problèmes que vous évoquez, même si nous ne sommes pas entrés un petit peu dans le détail concret, dans les problèmes que vous évoquez, ou que je crois vous avez en tête, il n'y a pas véritablement d'agression. Il y a des politiques économiques qui sont décidées par certains pays et qui ont des conséquences, bien sûr, pour les autres, par exemple pour certains citoyens français. Mais est-ce qu'il est légitime ou pas de réagir à ce qui a été fait? Pour ma part, je dirais non, n'est-ce pas? Parce que nous vivons d'externalité. Ce que mon voisin fait a des conséquences pour moi, mais j'ai accepté d'avoir un voisin et nous vivons dans l'interdépendance les uns des autres. Donc il faut, je crois, bien distinguer cette notion d'agression et la notion d'effet externe, n'est-ce pas? Alors, peut-être nous pourrions prendre des exemples, si vous me permettez juste quelques secondes ou un couple de minutes en plus. Prenons peut-être des exemples, parce que ça éclairera peut-être mieux le débat. Si vous avez un pays qui subventionne certaines exportations, par exemple, est-ce que c'est une agression ou pas? Alors, en France, par exemple, on va dire « Oh, c'est pas juste, parce que les producteurs français de ces produits, ils sont dans une situation plus difficile, parce qu'il y a ces subventions extérieures. » Alors, moi, je répondrais, l'État étranger est stupide de subventionner certains producteurs. S'il les subventionne, c'est au dépens des autres, bien évidemment, parce qu'ils prélèvent des impôts là-dessus. Donc, c'est injuste, il porte atteinte aux droits de certains citoyens. Mais ça, c'est son problème. Quant aux Français, eh bien sûr, les producteurs concurrents, ils subissent un désavantage, mais les consommateurs, ils en profitent. En un sens, c'est formidable. Ce sont les contribuables étrangers qui nous subventionnent, puisque nous pouvons nous procurer des biens à un prix qui est plus faible grâce à ces subventions. On n'est pas agressé de ce point de vue-là. Ça veut bien dire, voyez-vous, qu'il n'y a pas un intérêt national. Il y a des intérêts particuliers. Et au nom de quoi l'État qui prétend parler au nom de la nation, au nom de quoi cet État devrait défendre les producteurs de tel et tel produit plutôt que les consommateurs? Il n'y a pas de justification. Alors c'est formidable parce que M. Salin, en fait, éclaire les points sur lesquels je souhaitais me focaliser. Effectivement, je crois qu'on est là au cœur de la difficulté. Premièrement, je suis, partisan d'une idée un petit peu différente de la vôtre, mais en l'occurrence, les termes du débat sont effectivement ceux-là. Il peut y avoir une conception de la nation comme, j'allais dire, bien personnelle, avec une conception qui l'est tout autant. Et puis, il peut y avoir une conception de la nation qui admet tout à fait, c'est son cœur même, que l'identité nationale est culturellement et individuellement vécue, mais qui complète cette chose-là en disant qu'il faut des moyens objectifs de la préserver. C'est-à-dire, je ne crois pas qu'une culture, un sentiment fortement individualisé puisse persister si elle n'a pas un certain nombre d'outils concrets qui lui permettent de se substantialiser. Alors je rends un peu mon propos plus concret. Je ne pense pas qu'une culture avec toutes ses manifestations, ses traditions, son côté climat sociétal, ce petit goût particulier qui fait qu'on se sent ou pas français, puisse subsister si on est défait de sa capacité industrielle, si on est défait de toute prospérité socio-économique, si on est défait de toute indépendance stratégique. Et donc je pense qu'il y a des vecteurs, ou en tout cas des socles, qui permettent au reste, le plus positif,
d'exister. Je ne pense pas que dénué de tous ces éléments de capacité de décision, d'autonomie économique, stratégique, politique, militaire, un pays puisse faire vivre sa culture, même à titre individuel dans chacun, parce qu'il faut des moyens à une fin. Et c'est de ce fait-là, je pense que l'État a un rôle pour faire en sorte que moi j'appelle ça des moyens de puissance, c'est ma manière de formuler, existent. Or, dans un certain nombre de cas, et moi je vais donner quelques exemples qui rejoignent votre second propos, c'est-à-dire est-ce qu'on subit une contrainte ou est-ce qu'il n'y a là qu'externalité, que ce soit d'ailleurs positive ou négative, c'est précisément là pour moi le débat, c'est-à-dire que je suis tenant de la position suivante, à savoir que les formes de la contrainte ont décisivement changé dans les décennies qui viennent de s'écouler. Je crois que nous sommes passés de formes de la contrainte physique, violente, militaire, à des formes de la contrainte qui sont subtiles, qui sont basées sur l'influence, qui sont parfois invisibles, et que certaines politiques économiques, ou encore plus précisément industrielles, commerciales, participent d'une forme de contrainte. Je m'explique et je prends un exemple éminemment précis. Depuis la fin des années 90, le secteur américain de la défense, via un certain nombre de fonds d'investissement un petit peu typés, et quelques groupes d'armement, a fait des investissements particulièrement précis dans le secteur de l'armement terrestre européen. Ça a même donné lieu à quelques rapports parlementaires, notamment un qui porte le nom de Deflessel, rapport Deflessel, et une étude de la délégation aux affaires stratégiques, sur lequel on a un petit peu communiqué, mais qui n'a pas vraiment été rendu totalement public. Et ces instances, a priori, dont on ne peut soupçonner la légitimité, se sont interrogées en disant « visiblement ces investissements empêchent une consolidation dans l'armement terrestre dans le secteur européen, c'est tout à fait nuisible, pas seulement à des intérêts nationaux, mais à l'intérêt de celui de la construction d'une Europe de la défense. » Et on s'est posé la question, est-ce que c'est volontaire? Est-ce qu'il y a une intention politique, géostratégique derrière? Ou est-ce que ce sont tout simplement des motifs économiques, une rentabilité quelconque, des motivations financières qui orientent le choix des investisseurs? Alors, les politiques et la haute administration étant par nature prudents, ils ont posé la question, sans vraiment y répondre totalement, mais quand on connaît un petit peu le sabir administratif, on comprend bien que les conclusions du rapport, c'est on ne peut pas le démontrer, mais enfin quand même on a un sérieux doute sur le fait qu'il y ait exclusivement des motivations financières. Il y en a, sans doute sont-elles le socle, sans doute si ces motivations financières, c'est-à-dire cette espérance de retour sur investissement n'existait pas, ces investissements n'auraient pas lieu, mais en l'occurrence, ils portent également des intérêts politiques et stratégiques qui peuvent être profondément nuisibles à l'Europe de la défense. Et donc de ce point de vue-là, moi je pense qu'il y a là quelque chose qui s'apparente à une contrainte, qui n'est effectivement le terme d'agression est une approximation, mais qu'il y a une forme de contrainte ou en tout cas de capacité plus ou moins orienté, mais moi je pense qu'il y a quand même quelque chose qui s'appelle plus ou moins du pilotage là-dedans, et qui empêche un certain nombre de réalisations utiles à l'ensemble des individus d'avoir lieu. Mais alors peut-être qu'y a-t-il une pétition de principe de ma part, notamment sur le secteur de la défense. Moi je pense qu'un secteur de la défense en Europe emploie quand même beaucoup de gens, qu'il est source de prospérité, et que d'une manière ou d'une autre, ce sera quand même quelque chose d'éminemment négatif pour l'ensemble des citoyens européens, en dehors simplement d'une conception par nation. Je ne connais pas de manière précise les problèmes que vous évoquez, qui concernent les industries d'armement, mais il me semble que précisément c'est un domaine où le patriotisme économique est particulièrement invoqué, et par exemple avec l'idée que les armées nationales doivent essentiellement s'approvisionner auprès de producteurs nationaux. Enfin, l'idée nationale est forte dans ce domaine-là. Et cela me paraît discutable parce qu'il me semble que l'objectif que l'on doit toujours avoir, c'est d'obtenir l'objectif que l'on cherche, en l'occurrence par exemple une armée qui soit capable de poursuivre les missions qu'on lui donne, de la manière la plus économique possible, n'est-ce pas, en économisant les moyens. Et le fait d'acheter de l'armement dans un autre pays, c'est une question simplement de spécialisation. Donc là aussi, il y a justement une erreur de conception. Et ce que vous dites nous ramène un petit peu au débat que nous avions un peu en commençant, à savoir qu'il y a des pays qui font
des politiques d'investissement plus ou moins orientées, qui sont mêlées à des soucis politiques. Et je suis tenté de vous dire, bon, ben, on ne devrait pas s'en préoccuper. Et on devrait dire, bon, ben, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir un approvisionnement pour nos armements au moindre coût. Et si d'autres dépensent de l'argent de manière qui n'est pas la meilleure possible, parce qu'ils ont en tête la défense d'intérêts nationaux, ben, tant pis pour eux, ça ne nous regarde pas. Alors, incidemment, vous parliez de l'Europe de la défense. Là aussi, nous avons certainement une conception qui est différente, parce que, vous savez, pour ma part, je suis toujours favorable à la concurrence. Et je me méfie toujours de la centralisation. Et je ne vois pas pourquoi, a priori, il faudrait que l'Europe ait une défense commune. On l'a bien vu, par exemple, avec l'Afghanistan ou avec l'Irak. On a eu des options très différentes de différents pays européens, pour des raisons qui pouvaient tout à fait légitimement se défendre dans un cas comme dans l'autre, n'est-ce pas? Et s'il existait véritablement une Europe de la défense, il aurait fallu une position unique. Et donc on aurait brimé ceux qui étaient en désaccord avec cette position unique. Pourquoi vouloir absolument qu'il y ait une Europe de la défense, alors qu'il est tout à fait légitime d'avoir j'emploierai votre terme, des intérêts nationaux différents dans ce cas-là. Alors vous me mettez évidemment sur un terrain qui est un peu délicat pour moi, puisque vous avez pris le terrain de la défense, qui est a priori un terrain où effectivement l'État est présent. Enfin, c'est une de ses fonctions majeures, que l'on peut récuser d'ailleurs si on est antimilitariste, mais qui est en tout cas une fonction majeure de l'État. Et ce que j'évoquais plutôt tout à l'heure quand nous discutions du patriotisme économique, c'était l'ingérence des États dans des activités qui normalement devraient être purement des activités privées. Et c'est pourquoi j'avais pris cet exemple des subventions qui étaient accordées à certains producteurs. Mais on pourrait peut-être prendre d'autres exemples de ce type. Par exemple, on a beaucoup parlé de patriotisme économique dans les années récentes. Lorsqu'il y a eu des OPA qui étaient faites par des entreprises de nationalités différentes, par exemple sur des entreprises françaises. Et ce qui était d'ailleurs assez surprenant, puisque vous venez d'évoquer l'Europe, ce qui était surprenant, c'est que le patriotisme économique national français s'est exprimé même à l'occasion d'OPA qui étaient préparés par des entreprises de pays européens. Et le patriotisme était extrêmement fort de ce point de vue-là, et le gouvernement français a fait des manœuvres pour essayer d'éviter qu'une partie du capital d'une grosse entreprise française soit achetée par une entreprise étrangère. Alors ceci me paraît absolument dénué de justification. J'aimerais bien avoir votre sentiment sur un cas comme celui-là. Alors, juste avant d'en venir à ce cas, j'en reviens à la réponse que vous m'apportiez, et j'allais dire, si effectivement le but du jeu était d'avoir du matériel militaire au moindre coût et que ça fonctionne, je serais parfaitement d'accord avec vous, ce serait tout à fait la chose à faire. L'arrière-plan que j'oubliais de préciser, c'est que souvent, la chaîne d'approvisionnement dans le monde de la défense étant, c'est vrai, assez complexe, il s'agit aussi d'empêcher certains phénomènes, notamment une mise sous tutelle larvée d'une capacité de décision, parce que certains matériels peuvent, à l'occasion, faire l'objet de manipulation. Je prends là encore un exemple très concret. Lorsqu'on sait que, effectivement, qui dit GPS dit les États-Unis, que l'on sait que les GPS participent à un certain nombre de projets militaires, j'entends par là que par exemple on en a besoin pour guider des missiles. On a eu l'occasion dans le passé, alors pas la peine de développer ce point-là parce qu'il n'aurait pas beaucoup d'intérêt, mais les Américains sont capables, entre guillemets, de couper le signal et de rendre certains matériels inopérants. Parce qu'effectivement, leur technologie peut parfois, entre guillemets, être livrée avec les pièges afférents. Donc là, il y a une capacité... on n'a qu'à pas acheter du matériel de ce genre. Et alors, c'est toute la question, c'est qu'il faut aussi éduquer l'État. Et l'État est capable, parfois, de militer pour une politique, entre guillemets, de patriotisme économique, et par ailleurs de faire des choix en tant qu'acheteur qui sont contraires à cette première politique. Alors là, il y a effectivement une forme d'incohérence de l'État qui mériterait, avant de débattre du patriotisme économique, de débattre de la cohérence politique de l'État, de la cohérence de ses stratégies. Et effectivement, là, on peut trouver des exemples qui montrent que l'État devrait d'abord se mettre en bon ordre. Deuxièmement... Il y a d'autres exemples qu'on pourrait donner. Il y aurait plein d'exemples, effectivement. Et deuxièmement, il y a le fait que
Moi, j'attends simplement de certaines puissances qu'elles fassent preuve de réciprocité. Si les Américains investissent dans notre secteur de la défense, on pourrait parler aussi, encore une fois, d'autres puissances, je ne me focalise pas sur eux, pourraient être par exemple des pays émergents. S'ils choisissent d'investir chez nous dans le secteur de la défense, il serait légitime que nous puissions bénéficier des mêmes facilités aux États-Unis. Quelques exemples assez connus, notamment les avions ravitailleurs de l'armée américaine et la lutte qui a opposé Boeing et EADS, nous a montré que tout était bon du côté américain pour faire en sorte qu'un partenaire européen n'ait pas ce marché, alors qu'ils avaient pourtant eu l'intelligence de s'allier avec Northrop Grumman, donc un acteur américain dans le cadre de cet appel d'offres. Donc effectivement là, simplement aussi un peu de réciprocité permettrait de donner des facilités. Quant à ce qui est d'autres secteurs, effectivement, qui ne seraient pas celui de la défense, moi je suis tout à fait d'accord avec le fait qu'il importe à ce moment-là de serrer des secteurs stratégiques dans lesquels on peut estimer, alors ça se discute, mais enfin en tout cas on peut le poser, que dans ces secteurs stratégiques, il y a des intérêts un peu complexes à préserver, et que dans d'autres, où il ne peut ne pas y avoir de justification politique majeure, effectivement il serait bon de laisser jouer plus tranquillement la concurrence, et que même dans certains cas, si on a affaire à des acteurs européens, on pourrait être encore plus ouverts, puisque nous sommes censés favoriser les intérêts d'un bloc régional, donc on pourrait penser un peu plus collectif. Je suis tout à fait d'accord. À la réserve près que peut-être dans certains cas, lorsqu'on a objectivement la certitude que les actions d'acteurs, même européens, peuvent être extrêmement nuisibles à un territoire ou à l'emploi, parce qu'il est vrai qu'une entreprise parfois préfère aller sacrifier des emplois dans un pays qui n'est pas le sien ou l'origine de cette entreprise, plutôt que dans son propre pays. Donc il peut y avoir des jeux d'acteurs de cette nature. Mais disons, pour rester simple dans un premier temps, des secteurs stratégiques dans lesquels il peut y avoir une certaine forme de dérogation aux lois économiques habituelles qu'on estime saines, et des secteurs dans lesquels il n'y a pas ces mêmes intérêts stratégiques, et où là, je suis d'accord, un peu de concurrence, voire même parfois beaucoup, ne ferait pas de mal. Deux ou trois réponses à ce que vous dites. D'abord, en ce qui concerne les avions ravitailleurs, c'est un exemple justement où les autorités militaires américaines sont stupides, parce qu'au lieu de rechercher l'approvisionnement au moindre coût, elles font du patriotisme. C'est bien dire que le patriotisme économique n'est pas quelque chose de justifié, ça représente du gaspillage. Alors, vous parlez, c'est la deuxième remarque, vous parlez des problèmes de l'emploi. Et très souvent, je crois qu'on a justifié le patriotisme économique justement par les problèmes de l'emploi, en disant il y a un danger si une entreprise, par exemple française, est rachetée par des capitaux étrangers, ils seront beaucoup moins soucieux des problèmes de l'emploi, ils risqueront de licencier des gens pour pouvoir produire à l'extérieur, etc. Donc il vaut mieux préserver le capital français, etc. Mais je crois que c'est là un exemple de ce que nous disions en commun tout à l'heure, à savoir qu'il y a bien des cas où l'État est incohérent, mais il ne veut pas le reconnaître. Parce que s'il y a du chômage dans un pays comme la France, c'est à cause des politiques publiques. Les excès de réglementation, les excès de fiscalité font que on démotive les entrepreneurs, on démotive les salariés, et donc on empêche un employeur potentiel et un salarié potentiel de se rencontrer. Et si on veut résoudre les problèmes de l'emploi, eh bien, il faut résoudre ces problèmes-là. On a une vision qui est erronée bien souvent parce qu'on considère qu'il faut éviter les licenciements. Et toute la législation du droit du travail, d'ailleurs, est fondée, en grande partie tout au moins, sur cette idée-là. Et donc, on pense que le licenciement est une cause de chômage. C'est quelque chose de tout à fait faux. C'est quelque chose de tout à fait faux. Le problème, c'est pas que des gens soient licenciés, le problème, c'est qu'ils ne retrouvent pas de travail par ailleurs. Dans une économie dynamique, ils trouvent du travail. Donc, le licenciement peut être toujours désagréable, bien sûr, mais il n'est pas dramatique lorsqu'on a une probabilité très forte de retrouver même peut-être un emploi meilleur, mieux payé, etc., ailleurs, rapidement. Donc, le problème, c'est pas le licenciement, d'autant plus qu'on peut dire que tout l'effort de l'humanité a consisté à économiser cette ressource rare qu'est l'esprit humain, et donc à arriver à produire la même chose avec de moins en moins de travail humain. Donc le développement économique implique nécessairement qu'il y ait indéfiniment des sureffectifs dans les entreprises et que si elles ne se lancent pas dans de nouvelles productions, elles réduisent, parce qu'elles augmentent la productivité, elles réduisent le nombre de travailleurs.
Donc c'est une erreur de dire qu'il y a un risque de licenciement. Si une entreprise étrangère achète une entreprise française, eh bien, si elle est prête, par exemple, à faire une OPA et donc à payer plus cher que le prix courant des actions sur le marché, c'est qu'elle estime pouvoir la gérer mieux. Et la gérer mieux, ça veut dire quoi? Créer plus de valeur dans le pays, mieux payer les salariés, donner des produits qui sont plus satisfaisants aux consommateurs, etc. Donc, on voit bien que c'est à tort que l'on parle d'intérêt national dans un cas comme celui-là. Tout le monde peut être gagnant lorsqu'il y a une OPA qui est faite par une entreprise étrangère. Et le prétexte que l'on donne, qui est celui de l'emploi, est un prétexte qui me paraît tout à fait contestable. Alors, plusieurs choses à ce propos. Je serais assez tenté de vous suivre lorsqu'on parle d'une certaine catégorie de population professionnelle. Il est vrai que pour quelqu'un qui a fait des études supérieures, qui est assez dynamique, qui est habitué au changement, bon, passer d'un emploi à un autre, ça fait partie d'une vie professionnelle. Et si le pays a des structures, une législation, un climat des affaires qui est approprié, effectivement, ce n'est pas forcément dérangeant. Mais à ce propos, il y a deux choses qui existent dans notre pays. C'est premièrement un ensemble contextuel qui n'est pas favorable précisément, vous l'avez souligné, c'est-à-dire qu'il y a un système de formation, notamment de formation professionnelle et continue, qui n'est absolument pas conditionné par l'idée aujourd'hui évidente que n'importe quelle personne dans sa vie aura plusieurs métiers. Deuxièmement, on a un cadre réglementaire, on a des organisations d'État qui ne sont pas du tout dimensionnées pour gérer cette dynamique de l'emploi, et on a des mutations industrielles qui n'ont pas été pensées depuis 20 ans, ce qui aurait permis de ne pas orienter certains efforts dans une direction qu'on savait industriellement sans avenir. Donc il y a un problème de contexte, et alors là on n'est pas au niveau des principes, on est malheureusement au niveau des circonstances, et l'État doit jouer avec ces circonstances, c'est-à-dire que dans certains domaines, on peut être tenté de protéger une entreprise parce qu'on sait qu'on n'a pas toutes les conditions pour y répondre, et ça m'amène à ma deuxième remarque, c'est-à-dire que pour moi, le patriotisme économique, c'est pas une vérité universelle, c'est pas quelque chose qui s'applique tout le temps dans n'importe quelle condition, c'est vraiment la gestion de cas d'espèce. C'est-à-dire que dans un cas, l'État peut juger qu'il est pertinent d'intervenir, et dans un autre, qu'il ne l'est pas. C'est-à-dire que les conditions concrètes de telle OPA ou telle autre sont avantageuses. Donc il ne s'agit pas mécaniquement de dire attention, on ne veut pas ni d'investissement étranger, on ne veut pas de ceci, on ne veut pas de cela. C'est vraiment des cas d'espèce. Et deuxièmement, je suis vraiment convaincu qu'il y a d'abord un gros effort à faire qui est un effort de réglementation et d'environnement des affaires, ce qui m'amène à la petite conclusion intermédiaire suivante, c'est que moi j'adhère assez à cette manière de penser, à savoir, il n'y a pas détenant du patriotisme économique, encore une fois, bien que la formule soit toujours un peu piégée, qui soit des interventionnistes dans l'âme, et des anti-patriotisme économique qui soient des libéraux. Moi, il y a beaucoup de principes libéraux que je trouve particulièrement raisonnables. Et je pense effectivement que beaucoup de parties de notre environnement des affaires sont inappropriées parce que justement pas assez conscients de ce règle libérale de base. Je dis simplement que dans certains contextes, si on les applique telles quelles, au vu de l'historique qu'on a à gérer, cela peut être assez dangereux. Et puis, je vous parlais tout à l'heure des populations qui ont la capacité de gérer ces changements de vie professionnelle. Beaucoup de gens qui ne sont pas Bac plus 10, Bac plus 5, Bac plus 15, qui sont tout simplement travaillant dans une usine, qui sont ouvriers, qui sont employés dans des entreprises moyennes, n'ont pas cette facilité, ce dynamisme professionnel. Et parfois, pour quelqu'un qui a travaillé 20 ans, 30 ans dans une usine, cette dynamique professionnelle, elle n'est pas possible, et il s'agit de ne pas oublier ces gens-là et de leur offrir des perspectives. Alors, on peut toujours dire, et je suis d'accord avec vous, qu'on recueille là le fruit de l'impréparation collectif public depuis des années. Mais même si le diagnostic est vrai, en revanche, il s'agit de faire quelque chose pour que ces gens ne soient pas laissés sur le bas de la route de la prospérité. Vous avez, c'est sûr, une position qui est nuancée sur le patriotisme économique, plus que d'autres que l'on entend ou que l'on peut lire. Il y a quand même plusieurs aspects du patriotisme économique
qui me paraissent dangereux. D'abord, il y a forcément la tendance pour l'État de rendre l'extérieur responsable des problèmes qu'on a à l'intérieur. Et on détourne l'attention des problèmes intérieurs en disant, voilà, nous avons une concurrence déloyale, terme étrange, de l'extérieur, et il faut défendre les intérêts nationaux, etc. Donc c'est toujours facile de trouver des boucs émissaires, et les gouvernements savent très bien faire ça, et le patriotisme économique pour cela est quelque chose de dangereux. Deuxièmement, vous dites il faut que l'État juge en fonction des cas d'espèce, etc. Vous avez une confiance peut-être excessive dans l'État, parce que vous supposez implicitement que par quelques miracles, ceux qui décident dans l'État auraient des connaissances innées particulières qui leur permettraient de savoir qu'il faut défendre tel secteur plutôt que tel autre, etc., qu'il y a des cas particuliers, etc. Trop de fibres gaulliennes, sûrement. Peut-être, probablement. Bon. Et en tout cas, il y a une chose, en dehors même du problème de la connaissance, il y a une chose qui me paraît certaine, c'est que lorsque une orientation est donnée sous prétexte de patriotisme économique par l'État, elle est donnée par des gens qui sont irresponsables, en ce sens qu'ils ne supportent pas les conséquences de leurs actes. Des gens qui décident de vendre ou d'acheter des actions, de faire des OPA, etc., ils sont responsables parce que s'ils prennent des mauvaises décisions, ils ont subi ces conséquences. Et ça fait quand même une différence qui est considérable. Et c'est pour ça que, d'une manière générale, je préfère que les décisions soient prises par les gens qui sont responsables. Donc voilà deux éléments qui me paraissent importants. Et je voudrais peut-être illustrer le deuxième par une chose qu'on a également souvent discutée, qu'on appelle d'un terme qui est quand même discutable, l'intelligence économique, n'est-ce pas? Alors il existe en France des organismes, dont j'ai oublié le nom, qui sont censés recueillir à l'extérieur des informations pour les entreprises françaises. Et ce qui me gêne là-dedans, n'est-ce pas, c'est le caractère trop globalisant, une fois de plus, comme s'il y avait des intérêts nationaux. Parce que qu'est-ce qui se passe en réalité? Le problème de l'information est un problème fondamental. On peut dire que la production, c'est d'abord un problème d'information. Un entrepreneur, qu'est-ce qu'il fait? Il crée de l'information, mais l'information qui lui est utile en fonction de ses objectifs. Il peut se tromper, etc. Mais bon, c'est son travail majeur de créer de l'information qui lui soit utile. Mais l'information, ce n'est pas quelque chose d'indifférencié comme ça, n'est-ce pas? Or, si vous avez un organisme financé par l'État, c'est-à-dire par vous contribuables en réalité, n'est-ce pas? Ce sont autant de sommes qui sont plus disponibles pour autre chose, et elles servent à qui? Eh bien, on ne le sait pas. Elles vont servir d'abord à nourrir une bureaucratie dont le but essentiel, c'est de maximiser ses dépenses en disant, vous voyez, on a fait un tas de choses, on a fait un tas de rapports, on a ramassé un tas d'informations. À la limite, ces informations sont inutiles, ils s'en fichent, parce que c'est pas leur problème. Leur problème, c'est de montrer qu'ils ont accumulé des informations. Et si elles sont utiles, ben, elles sont utiles à quelques entreprises et pas à d'autres. On peut pas. N'est-ce pas? C'est au fond la grande illusion planiste qui a été partagée par le général de Gaulle. Et la grande illusion planiste consistant à penser que l'on peut se substituer à ceux qui sont directement responsables et concernés, et que l'on peut définir a priori de l'extérieur quelles sont les informations utiles et les faire financer par les contribuables. C'est, je crois, l'un des aspects du patriotisme économique, et que pour ma part je récuse. C'est à l'entrepreneur de décider quelles sont les informations qu'il peut créer lui-même, qu'il peut faire créer, qu'il peut acheter à l'extérieur, etc. Il n'y a pas une intelligence économique que l'on doit importer en France. Et d'ailleurs, par ailleurs, il y a deux aspects qui sont peut-être un peu gênants. C'est que d'une part, il y a ce souci de faire entrer de l'information, mais peut-être aussi avec, on n'ose pas le dire, mais l'idée d'espionnage économique. Alors, on se défend, dit-on, les intérêts nationaux, le savoir national, mais en même temps, on considère comme normal que l'État fasse éventuellement des opérations pour se procurer des informations à l'extérieur et les utiliser à l'intérieur. Alors étant moi-même, je vais dire quelqu'un qui essaie d'œuvrer dans le domaine de l'intelligence économique, je souris parce qu'effectivement vous avez soulevé un certain nombre de problèmes que nous essayons de traiter au quotidien. Je suis absolument d'accord sur le fait que des structures centrales qui prétendent faire de l'intelligence économique au niveau public, recueillir de l'information, ne sont absolument pas les meilleures solutions pour faire de l'intelligence économique. C'est-à-dire que c'est aux entreprises de s'approprier
le contenu métier, le contenu intellectuel que constitue l'IE, comme on dit, et c'est aux entreprises de faire de l'intelligence économique à leur propre compte. L'idée, voilà, qu'il y ait une structure d'État qui fasse de l'IE pour les entreprises n'est pas très logique, c'est pas très rationnel tout ça. En revanche, qu'il y ait une structure publique qui ait pour but de sensibiliser à cette question, de faciliter la mise en synergie de l'expertise publique et de la demande des entreprises d'information, puisque nous avons des ambassades, nous avons des missions économiques dans ces ambassades, nous avons des organismes qui sont chargés de faire la promotion de nos entreprises à l'étranger. Alors, sous réserve que tout cela marche bien, c'est parfois un peu différencié, mais en toute cette cause, l'État a la capacité d'essayer de faire entrer en synergie les besoins des entreprises et les expertises réelles des pouvoirs publics. Donc ça, en revanche, j'y crois, mais c'est différent de trouver de l'information pour les entreprises. Et effectivement, là, je pense que les entreprises sont les mieux à même de savoir ce dont elles ont besoin. Et de surcroît, alors là, parfaitement d'accord également, l'information, ça ne se balade pas dans la nature sur un petit vélo rouge, c'est quelque chose qui est construit par les gens eux-mêmes qui en ont besoin. Avec des objectifs. Avec des objectifs. On a besoin d'une information pour un objectif, donc c'est celui qui trace ses objectifs qui est le mieux à même de savoir ce dont il a besoin. Donc ça, j'avoue, je n'ai aucune difficulté sur cette question. Et à partir de ce moment-là, je pense que l'intelligence économique est quelque chose d'utile, de nécessaire et qui peut profiter. Ensuite, sur le deuxième point, moi-même régulièrement, j'ai même consacré pas mal de pages dans des livres, j'essaie d'expliquer qu'il n'y a rien à voir entre l'intelligence économique et l'espionnage. Déjà parce que l'espionnage n'est qu'une partie du renseignement, et qu'à ce moment-là, on pourrait trouver des complémentarités entre l'intelligence économique et le monde du renseignement. Mais encore, ce sont des complémentarités, il n'y a pas du tout d'identification entre les deux. Et donc l'espionnage, c'est l'action clandestine au sein du renseignement. Et effectivement, l'action clandestine n'a rien à voir avec l'intelligence économique. Donc là, il y a des choses qu'il importe de bien séparer. Et de surcroît, une fois qu'on les a bien séparés, il y a effectivement un fil de complémentarité, mais simplement entre le renseignement en matière plus globale qui implique des actions qui sont parfaitement légales. Tout le renseignement n'est pas d'espionnage, c'est-à-dire n'est pas de l'illégal. Voilà. Et donc là, les liens sont, je crois, beaucoup plus subtils, nuancés entre ces différentes catégories. Mais je voudrais rebondir sur une expression que vous venez d'utiliser. Vous avez parlé des besoins des entreprises. Vous voyez, c'est un langage globalisant qui me gêne un peu, parce qu'il n'y a pas des besoins des entreprises en général. C'est vrai. Il y a des besoins diversifiés. Chaque entreprise a des besoins différents. Or, à partir du moment où l'État, une fois de plus, sous prétexte de défendre un intérêt national qui est l'intérêt de l'économie ou de l'industrie française, ou que sais-je, essaye d'intervenir dans le domaine, par exemple, de l'information économique, eh bien, il intervient forcément d'une manière biaisée. Et d'une manière qui peut se comprendre d'ailleurs, il va être tenté de répondre d'abord aux besoins des plus grandes entreprises. Parce que c'est plus visible, parce qu'il y a des liens, que je serais presque tenté de dire, des liens nomenclaturistes, n'est-ce pas, entre les uns et les autres, ils appartiennent au même monde, ils se rencontrent dans les mêmes endroits, etc., etc. Et donc il y a une vision qui est complètement faussée. Et ceci me paraît grave parce que il apparaît que bien souvent l'innovation, elle vient dans des petites entreprises qui sont très flexibles, très dynamiques et qui peuvent s'ajuster, etc. Et bien souvent, les grandes entreprises, elles achètent justement des brevets d'information à des petites entreprises où on développé l'innovation. Donc, il n'est pas possible que l'État réponde aux besoins de toutes ces entreprises. Et il risque donc de diriger les ressources, en particulier les ressources d'information, vers celles qui ne sont pas forcément les plus aptes à créer de la croissance. Une grande entreprise, à la limite, c'est une espèce de dinosaure, n'est-ce pas? C'est quelque chose d'extrêmement lourd, et c'est même un peu miraculeux que ça subsiste. La gestion d'une grande entreprise est quelque chose de difficile, certainement. Et pour ma part, je crois davantage justement à un tissu composé d'un grand nombre d'acteurs, très dynamiques, très mobiles, etc. Donc il y a cette tendance qui existe, je crois, à partir du moment où l'État veut peser. Et quand vous me dites qu'il a la possibilité de déterminer des cas d'espèce,
est-ce qu'il les détermine dans les meilleures conditions? Je ne crois pas, parce qu'il est biaisé, d'une part, et d'autre part, parce que, je l'ai dit tout à l'heure, il n'est pas responsable. Alors, cet exercice est parfois un peu compliqué, parce que nous sommes censés être là pour défendre des perspectives qui sont assez différentes. Alors, une fois encore, je pars d'un point d'accord tout à fait fort avec vous, c'est-à-dire que l'État, son principal effort aujourd'hui, c'est de se rapprocher d'une réalité qui, par nature, est extrêmement hétérogène. Une réalité économique extrêmement hétérogène. Et changeante. Et de ce fait-là, c'est bien pour ça, enfin moi j'ai participé à la conception de cette politique-là, c'est la politique d'intelligence économique territoriale, dit intelligence territoriale, et justement qui mettait l'accent sur le fait que l'intelligence économique avait une grande priorité, c'était de se rapprocher des territoires, non pas pour céder à quelques modes girondines, anti-jacobines, pas du tout, mais simplement pour dire la vitalité économique aujourd'hui repose sur les PME, parce que nous savons que ce sont les PME qui produisent de l'innovation. Les grands groupes eux-mêmes le reconnaissent et favorisent par essaimage de ces ingénieurs la naissance de ces petites entreprises. Et donc c'est elles qui sont le fer de lance de notre économie, à tel point que lorsque le Conseil d'analyse économique compare la France et l'Allemagne, des gens tout à fait informés et pertinents que sont les économistes de ce sens produisent des rapports, notamment un qui m'avait particulièrement marqué s'appelait Stratégie PME, je crois, le nom des auteurs m'échappe, enfin peu importe, et qui expliquait que le différentiel de prospérité entre la France et l'Allemagne, c'était le Mittelstand, c'est-à-dire à peu près 10 000 grosses PME que les Allemands possédaient et nous non, qui étaient le fer de lance de l'emploi, le fer de lance de l'innovation, et c'était vers ces entreprises qu'il fallait diriger les efforts. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner les grands groupes, mais en tout cas qu'il n'y a pas que les grands groupes. Et effectivement, dans le dispositif d'intelligence territoriale, l'idée était de rapprocher du terrain pour que la démultiplication des services de l'État, les services déconcentrés, puissent essayer de faire en tout cas un peu plus de sur-mesure, aller sur le terrain, se dire ben là il y a plutôt besoin de ça que de ça, et l'État ne peut pas répondre de manière homogène, comme s'il y avait un seul besoin des entreprises. Donc je suis tout à fait d'accord. Et dernier point que je voulais souligner, qui est à la fois dans vos propos juste maintenant, et il y a de ça un petit peu de temps, mais j'y réagis seulement maintenant. Quand vous parlez des intérêts nomenclatouristes, effectivement, il y a chez nous une grande transversalité des élites lorsqu'il s'agit de passer de la haute administration au monde de l'entreprise. Et finalement, les grandes entreprises ne sont que des administrations privées. Donc tout ça, effectivement, alors là, pour le coup, il y a de l'homogénéité là-dedans. Et par rapport à ce que vous disiez avant sur le fait que j'étais un petit peu trop confiant dans la capacité de discernement de nos dirigeants en matière économique et dans leur capacité après à assumer finalement des choix qu'ils avaient faits peut-être de manière insuffisamment informée, c'est bien pour ça que je retombe sur un débat plus politique, plus philosophique, ou peut-être plus de philosophie de la chose publique, à savoir que je crois que moi, la première grande discussion qu'il doit y avoir lorsqu'on parle de tous ces sujets, puis qu'on les met sur le chapeau patriotisme économique, c'est une profonde réforme, mutation de nos élites. C'est-à-dire que nos élites, telles qu'elles fonctionnent, et notamment dans le domaine politique, ne sont de toute façon pas formées pour comprendre ces logiques industrielles, ou commerciales, ou sociales. Et d'ailleurs, elles ne le comprennent pas davantage lorsqu'elles sont aux affaires politiques que lorsqu'elles sont aux affaires économiques dans les groupes du CAC 40. Donc de ce point de vue-là, tout ce dont nous venons de balayer les attendus comme étant relativement partagés dès qu'on s'intéresse à ces domaines, notamment l'innovation dans les PME, le lien entre sécurité économique aujourd'hui et financement de l'innovation. Nous n'aurions pas des problèmes avec les fonds d'investissement de certaines nations ou les fonds souverains si nous étions capables de financer notre innovation et si tout ça était correctement construit. Donc je suis tout à fait d'accord. Ces choses-là sont profondément ignorées par des élites qui, de la rue Saint-Guillaume, et j'en parle en toute clarté puisque j'y suis moi-même passé jusqu'à l'ENA, n'ont jamais entendu parler de politique industrielle, de la chose industrielle, de la chose commerciale, et qu'on continue d'éduquer de manière finalement assez vague, avec, dit-on, de la micro, dit-on, de la macroéconomie, mais pour qui l'économie industrielle, pour qui l'activité entrepreneuriale réelle, reste un objet volant non identifié. Moi, je crois que sur ce point aussi, nous pouvons être d'accord, bien sûr. Mais ça veut bien dire, justement,
qu'il y a des sujets importants sur lesquels il conviendrait peut-être se focaliser, et qu'une fois de plus, on risque de détourner le débat en voulant parler en voulant défendre certaines visions, tout au moins du patriotisme économique, qui sont des visions globalisantes, n'est-ce pas, et qui ne correspondent pas exactement à l'objet. Alors, peut-être que nous avons fait le tour de la question, je ne sais pas si vous... Je le pense. si vous le pensez. Et nous avons un certain nombre de points d'accord, et puis peut-être quand même fondamentalement des visions qui sont différentes. Je le crois aussi.